Ce podcast vous est proposé par Budo Édition en partenariat avec le Vestiaire Hameau. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Martial Azur et on va parler de capoeira. On est avec deux pratiquants de capoeira. Nous avons Marco et Ajar. Vous êtes tous les deux dans un club niçois. Alors, je vais vous laisser d'abord vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent. Marco, est-ce que vous voulez bien commencer ? Oui, bien sûr. Donc, professeur Marcos, j'enseigne l'art de la capoeira depuis 20 ans maintenant à Nice. Notre club représente aujourd'hui un des plus grands clubs de capoeira de la région. Nous sommes composés d'une quarantaine de membres et je suis membre donc du groupe international de capoeira Topazio qui est un peu partout dans le monde et qui a son siège au Brésil, à Salvador de Bahia. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez la capoeira ? Ça fait 27 ans que je pratique l'art de la capoeira. Et nous avons Ajar. Oui, bonjour. Moi, j'ai 28 ans. J'ai commencé la capoeira il y a 10 ans et j'ai intégré le groupe Topazio à Nice avec Marcos, que c'est mon professeur. Et moi, je suis monitora. Je suis une élève gradée. Alors, les gens connaissent peu la capoeira. C'est un art martial qui est malgré tout peu connu, malgré la communication, les films. Il y a eu des films très connus, par exemple avec Marc Dacascos, Only the Strong. Mais ça reste quand même un art martial peu connu à côté du judo, du karaté. En judo, par exemple, il y a 590 000 pratiquants en France, ce qui est énorme. En karaté, environ 150-200 000. En capoeira, est-ce que vous savez à peu près combien il y a de personnes qui pratiquent en France ou dans le monde ? Alors, en termes de chiffres, je ne saurais vous dire le nombre, mais je peux vous dire que la capoeira aujourd'hui au Brésil est le premier sport pratiqué. La capoeira est dans tous les pays du monde, quasiment. Parce que si on prend en considération rien que notre groupe à nous, on est dans 30 pays dans le monde. Et la capoeira, contrairement aux autres disciplines, il n'y a pas de fédération internationale de capoeira. Ce sont des écoles et des clubs qui enseignent ce sport. Une question qui intéresse le public, comment on vient à la capoeira ? Ajar, comment vous êtes venu à la capoeira ? Alors, moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Je ne connaissais pas la capoeira. En fait, moi, je suis d'origine italienne-marocaine. Je venais de déménager en France. J'ai rencontré mon copain. J'ai eu un épisode pas très joyeux. J'ai été agressée dans un ascenseur. Et par la suite, mon copain, il m'a dit « Il faut que tu commences à pratiquer un sport de combat ». Et à ce moment-là, il m'a présenté la capoeira. Moi, à l'époque, j'étais ignorante. Je ne connaissais pas du tout. Où j'ai grandi, il n'y avait pas de la capoeira en Italie. Par la suite, j'ai fait un cours d'essai. Et c'était le coup de foudre. J'ai commencé avec ma sœur à l'époque. Et depuis ce moment, j'ai pu quitter la capoeira. C'est intéressant parce que c'est un contexte d'abord de self-défense et ensuite d'amour du sport, d'amour de la pratique. Et vous, Marcos, comment vous avez commencé la capoeira ? Alors moi, j'ai commencé la capoeira, on va dire que j'ai connu la capoeira au Brésil, parce que je suis né au Brésil, à Salvador de Bahia. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le sport à côté du foot qui est le plus pratiqué. Ensuite, mais là-bas, je ne faisais pas la capoeira, je pratiquais plutôt le football. Et c'est une fois en France que j'ai connu la capoeira avec des professeurs de l'époque, en 98, qui étaient en fait des amis de famille. Et du coup, ce sont ces personnes qui m'ont appris la capoeira. Et par la suite... Et donc déjà, dans les années fin 90, il y avait de la capoeira en France et il y avait des professeurs qui étaient déjà connus, que dans les familles on connaissait ? Tout à fait. En fait, la capoeira à Nice, plus précisément, est arrivée en 94, par là, à travers le spectacle. Parce que la capoeira, il faut le signaler que c'est un art martial avec son côté spectaculaire, artistique, acrobatique. Donc c'est grâce et par ça que la capoeira est arrivée à Nice. Et par la suite, ces mêmes professeurs qui étaient des artistes ont commencé à enseigner la capoeira en tant que sport de combat, en tant qu'art martial. Et c'est ce qui est particulier à Nice, ce que les gens ne savent pas, parce que les gens nous écoutent peut-être au travers de la France, c'est qu'à Nice, on a souvent de la capoeira jusque dans les rues, puisque dans le Vieux-Nice, il y a souvent des gens qui font des spectacles de capoeira, mais il y a aussi quand même
plusieurs clubs. Alors, il y a le vôtre, il y en a aussi quelques-uns. Je crois que c'est un sport qui se démocratise petit à petit. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent la capoeira. Est-ce que ça se voit, ça, ces dernières années? Ça explose un peu? Alors moi je pense que oui, puisque alors la capoeira, elle a une particularité, c'est que, bon, pour prendre l'exemple de Nice, donc le premier club de capoeira réel à Nice, qui n'était pas tout à fait un club, mais en fait les deux professeurs dont j'en parlais, avec qui j'ai appris, ils ont enseigné au château, donc dans la rue. Ils avaient quand même un certain nombre d'adhérents, hein, c'était avec une cinquantaine d'adhérents quand même, qui s'entraînaient au château en air libre. Et c'est par la suite qu'ils ont réussi à trouver un club, une salle, et pouvoir exercer ça dans un domaine fermé. Et depuis des années au fur et à mesure, plein de clubs sont installés à Nice. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons plusieurs clubs installés ici dans la ville. Et la capoeira a cette particularité aussi que c'est un sport avec beaucoup de femmes. Je pense au karaté, au judo. Il y a relativement peu de féminines qui pratiquent ces sports, ou la boxe par exemple. La capoeira, vous le voyez dans les clubs à Jars par exemple, qu'il y a des pratiquantes de plus en plus ou à niveau presque égal que les hommes? Alors, moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Au début, il y avait surtout des hommes. Et par la suite, notre club, il s'est agrandi. Et je peux vous dire que pour l'instant, on est plus de femmes que des hommes. Ah ouais, carrément. Oui, Ok, oui, bon, oui. c'est super. Des c'est femmes très bien. guerrières. Ok, Des femmes super. guerrières. Et surtout, la capoeira, je veux souligner que c'est vraiment un sport pour tout le monde. Que ce soit enfants, personnes en situation de handicap, les femmes, les personnes plus âgées. Franchement, on n'a pas des barrières. Ce qui est intéressant dans la capoeira aussi, c'est la technique. Je crois que le grand public, ce qu'il connaît de la capoeira, c'est Only the Strong, le film avec Marc Dacascos qui a fait connaître la capoeira dans les années 90. Et je pense qu'ils connaissent aussi par le biais de magazines, parfois, s'ils sont abonnés à des magazines d'arts martiaux, de sports de combat. Mais il y a un élément particulier qui fait de la capoeira quelque chose de différent des autres arts martiaux, c'est la musique. La capoeira, c'est un jogo, un jeu qui se joue en musique. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ça, des importances de la musique dans la capoeira, Marcos? Alors, sans musique, il n'y a pas de capoeira, tout simplement, puisque c'est au rythme de la musique qu'on va exercer, qu'on va mettre en pratique la capoeira. Si la musique a une cadence lente, donc on va jouer le jogo lentement. Si la cadence elle est plus rapide, donc c'est à ce moment-là qu'on va jouer de façon plus vite et plus dynamique. Donc la musique a une importance essentielle dans la pratique de la capoeira. Oui. Et il y a plusieurs instruments qui sont utilisés. Alors là, je vais me tourner vers Ajar, parce que je sais que les professeurs, comme vous êtes moniteur, Oui. ils sont amenés à apprendre le maniement de ces instruments, et c'est quand même assez complexe pour quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, par exemple. Quels instruments vous utilisez en capoeira? Alors, il y a différents instruments. Le premier, vraiment qu'on reconnaît de suite, c'est le birimbau. Vous le voyez il est ici sur dans le notre t-shirt. logo. Oui. Il y a 3 types de birimbau. Il y a gunga, medio, viola. Gunga, c'est par rapport à l'abakashi. C'est par rapport... La cabasse. La cabasse, La cabasse, oui. La grandeur de la cabasse dans les différents birimbau. La plus grande, c'est le gunga. Et le gunga, c'est lui qui mène la batterie de la rode. Parce que nous, quand on fait un jogo, c'est dans une rode, c'est un cercle. Oui. Okay? Il y a la batterie qui se forme. On peut trouver la tabaki, c'est le tambour. Ensuite, pandeiro. Ensuite, on a les 3 birimbau, viola, medio, gunga et la gogo. Ces 3 instruments, c'est ce qui rythme effectivement la pratique. Quand on pense capoeira, moi quand je pense capoeira, alors j'ai pratiqué, j'étais petit, je me souviens pas de tout, mais quand je pense capoeira, je pense effectivement au cercle, je pense à la pratique par 2 au milieu du cercle et je pense surtout à la musique. C'est ça qui marque les esprits. La capoeira, dans sa technique, les gens ils voient surtout les coups de pied. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi la technique en capoeira? La technique en soi, la capoeira, il y a différentes sortes de techniques. Parce que la capoeira, il faut quand même le noter qu'il y a eu une évolution de la capoeira. La capoeira, initialement, il n'y avait pas de musique. Donc après, on a intégré la musique. On a intégré le berimbau, qui est devenu la pièce la plus importante aujourd'hui pour la pratique de ce sport. Et c'est surtout la région de Bahia, de Salvador da Bahia, qui a provoqué ces évolutions dans la pratique de la capoeira. Par le biais des 2 écoles, il faut savoir qu'à l'époque, la capoeira avait 2 écoles. L'école Angola, qui est une capoeira plus douce, plus lente, et la capoeira régionale, créée par Maître Bimba,
qui est celle plus dynamique, plus explosive, c'est celle qui s'est exportée dans le monde. Donc après, en termes de technique, la capoeira, donc comme je le disais, il y a une discipline qui a eu une évolution avec des techniques de sport de combat, de techniques acrobatiques, des techniques de self-défense. Donc on peut retrouver des techniques de taekwondo, comme on peut retrouver aussi des techniques de judo, puisque nous avons aussi du corps à corps, des contacts corps à corps, des projections au sol. Donc c'est vraiment un sport complet qui va réunir plusieurs techniques à la fois, que ce soit du judo, du taekwondo, aussi le côté acrobatique, qu'on peut retrouver de la danse. C'est un art martial qui est très gymnique. On a besoin de capacités physiques quand même. Je vois d'un point de vue extérieur. Maintenant, je commence à... Ça y est, j'ai 30 ans, c'est fini. Mais je vois qu'on a besoin de souplesse. On a besoin aussi de savoir pratiquer en rythme. Ça, c'est pas toujours commun dans les arts martiaux. Je crois que les gens qui pratiquent les arts martiaux, à part les karatékas qui pratiquent 1, 2, 3 avec le rythme du professeur qui donne les ordres, ils n'ont pas le rythme de la musique. C'est quelque chose de particulier. Et effectivement, dans la capoeira, en plus du rythme, il faut ajouter les coups de pied, les projections, les déplacements. C'est une sorte de danse, donc il faut faire tout ça en rythme. C'est assez complexe. Comment c'était les débuts en capoeira? C'était laborieux, c'était difficile, Hajar? Alors, le début, je pense pas que c'était difficile parce que la capoeira, elle est magique. Quand on rentre dans le tatami, dans le dojo, et surtout dans notre groupe, c'est un esprit familial. On se sent intégré à un groupe. Il y a une sorte de bienveillance. Si on se trompe, si on n'arrive pas à faire un coup de pied dès le premier entraînement, on est accompagné, que ce soit par les professeurs ou les élèves plus gradés. Et ensuite, il y a une hiérarchie lors de l'entraînement. Les plus gradés, ils sont toujours devant les débutants pour justement montrer et nous accompagner dans les débuts. Et je pense que ça n'a pas été vraiment difficile. Ça a vraiment... Donc on est bien intégré quand on arrive dans un club en tant que novice. Et le rôle des anciens, des plus experts, des plus expérimentés, de ceux qui maîtrisent la technique, c'est justement, selon vous, d'aider les plus jeunes. Parce que j'ai eu tous les avis. Comme j'ai eu avant d'autres arts martiaux, on me dit non, il faut qu'ils se démerdent, il faut trouver par soi-même. Il y en a d'autres qui disent non, il faut quand même donner un coup de main. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, tout dépend de l'esprit du club. Il est vrai que... tout dépend de l'esprit du club, tout dépend ça dépend de beaucoup de choses, mais il est vrai que les élèves les plus gradés, les plus expérimentés sont là aussi justement pour guider et avoir de la bienveillance sur les autres. Et au fur et à mesure, les personnes, les nouveaux qui vont intégrer, ils vont s'adapter au rythme et à l'environnement de l'école. Donc, je pense que vraiment, la capoeira, elle a cette facilité de justement sociabiliser les gens et d'intégrer les gens dans n'importe quel environnement. Et ça, c'est propre à la capoeira ou c'est propre au milieu associatif? J'ai l'impression que dans les associations, surtout sportives, je pense qu'on a ce rôle d'intégrer les gens. Moi, je trouve que je pense l'art la capoeira, c'est plutôt de la capoeira. Après, bien sûr, en fonction des écoles, il y aura plus que d'autres. Mais la capoeira, quoi que l'on soit, c'est vraiment un sport qui va intégrer. Puisque déjà, l'esprit de cercle, de rôde, l'esprit d'échange, parce que quand on fait la rôde, on est obligé d'échanger, d'interagir, de chanter. Puisque quand on parle de musique, c'est pas que instrumental, il y a aussi le côté chant. Et chaque chant demande à avoir un chœur également, quelqu'un qui réponde, puisque c'est appel, question, réponse. Oui. Donc tout ça fait qu'on est obligé d'échanger, d'avoir cet échange les uns avec les autres. Oui, c'est vrai que c'est un esprit d'échange, c'est un esprit de corps en fait. C'est tout le monde qui fait corps autour de la roda. Qu'est-ce qu'on commence par apprendre quand on commence la capoeira? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a comme des ceintures en judo, si vous deviez expliquer pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Quand on commence la capoeira, déjà, on a les coups de pied basiques. Il y a la benza, c'est comme pour pousser une porte. Martello, c'est pour chuter. Mais en fait, c'est des coups de pied qui ressemblent beaucoup à karaté, taekwondo, etc. Mais le plus important, c'est le mouvement de base, c'est la ginga. Ginga, c'est le déplacement qu'on utilise, nous, à la capoeira. Par exemple, dans la boxe, il y a un mouvement spécifique pour se déplacer. Nous, c'est la ginga. C'est le premier mouvement qu'on apprend aux débutants. Et par la suite, on fait au fur et à mesure.
On commence par le coup de pied frontaux, après coup de pied tournant, les acrobaties, etc., etc. Et donc, ça s'apprend, ça, c'est pas sur le tas. Il y a vraiment une méthode pour apprendre petit à petit, technique après technique, comme on verrait par exemple en judo ou en karaté. Oui, oui, tout à fait. Il y a une technique pour apprendre parce que, comme disait Aja, la Jenga, c'est une base mobile et du coup, ça nécessite quand même un certain gingado, comme on dit à la capoeira, un certain sens du corps, certains mouvements du corps. Et ça, c'est très important et on apprend. Puisque tu as des gens qui n'ont pas, comme vous avez dit tout à l'heure, cette question de rythme. Donc tout ça, c'est travailler avec son corps, c'est connaître son corps. Et autre chose aussi, c'est que chaque école, ils ont une jingue spécifique aussi. Ça, il faut le noter. Oui. Parce que tu as des écoles qui ont une jingue avec plus de cadence. Tu en as d'autres qui a une jingue plus martiale, donc plus rigide. Il y a des écoles qui vont avoir le positionnement de la garde pendant la jingue plus haute, d'autres plus basses. Donc, tout ça, on apprend également. C'est intéressant d'ailleurs parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la capoeira se pratique évidemment à deux, mais peut pas tout à fait se pratiquer seul. Est-ce qu'on peut faire seul la capoeira? On peut faire une démonstration de capoeira seul, mais là, le jogo, il est à deux. Oui, c'est Voilà. obligatoire. Le C'est jogo, comme en c'est judo, il faut avoir un partenaire. Et nous, ce qu'on voit d'un point de vue extérieur, je parle en tant que néophyte, hein, vraiment, je connais très peu, j'ai fait un peu quand j'étais petit. Ce qu'on voit dans la capoeira, c'est qu'on voit que les gens qui pratiquent, ils ont une espèce d'harmonie. Pendant qu'ils sont au milieu du cercle, ils pratiquent, mais ils ne font pas chacun leur jeu à eux, ils s'adaptent en même temps au jeu de l'autre. Ajar, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Comment ça se passe quand il y a deux personnes qui sont au milieu du cercle et qui pratiquent ensemble? Alors ça s'apprend petit à petit avec l'entraînement. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'avais vu la première fois la Rode, deux capoeiristes qui sont en train de faire du jogo. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait parce que déjà, au début, il y avait de contact. À un moment donné, il y a un contact. À un moment donné, ils se trouvent au sol. À un moment donné, ils font des acrobaties. Je pensais que chacun il devait apprendre une chorégraphie de son côté et après l'appliquer dans la roda, mais c'est complètement différent. En fait, quand on rentre dans une roda, déjà, ça dépend de ce elle te présente, la roda. Elle peut y arriver des rodas qui a du contact et justement, il y a le rythme qui est accompagné et le chant. Tous les chants qu'on chante, ils ont une signification. Ils peuvent parler de l'esclavage, ils peuvent parler de justement là, à ce moment-là, ça va partir plutôt en combat. Il faut vraiment s'adapter déjà au rythme, s'adapter aux partenaires et ça vient au fur et à mesure. Dès qu'on se retrouve dans le jogo avec le partenaire, là, on montre ce qu'on veut. Ouais. Voilà, mais notre valeur. C'est une sorte à la fois d'harmonie avec celui qui pratique en face, mais aussi c'est une sorte de démonstration de ce que l'on peut faire. Parce que je me rappelle que les acrobaties sont parfois difficiles. Même gynéquement, il faut savoir faire des acrobaties. Il faut savoir les faire dans le rythme, sans blesser le partenaire. Parce que c'est aussi, on ne l'a pas dit, mais la capoeira, ce n'est pas un art martial où on va essayer de vaincre l'autre. Ce n'est pas un art martial où on va essayer de mettre KO, par exemple, le partenaire. C'est plutôt un art martial où on va travailler plutôt comme en aïkido, en harmonie avec le partenaire. C'est ça, Marcos? Tout dépend de l'environnement, si vous voulez. Parce que la capoeira, il y a le contact si on est là pour faire du contact. Il y a le côté acrobatique si on est là pour faire de l'acrobatie. Il y a le côté jogo si on est là pour faire le jogo. S'il y a le contact, évidemment, on peut avoir du chaos. Parce que la capoeira, quand même, c'est des coups portants, c'est des coups rapides qui peuvent faire très très mal. D'ailleurs, on voit dans plusieurs compétitions d'arts martiaux comme des compétitions à l'UFC, par exemple des grosses compétitions, il y a beaucoup de Brésiliens qui pratiquent la capoeira et qui mettent en pratique les coups de pied, les mouvements de capoeira, puisque c'est des mouvements d'effet de surprise et qui sont très efficaces. Donc le contact, il peut venir. Mais c'est vrai que ce n'est pas une obligation, le contact. Donc c'est pour ça qu'on appelle le jogo, parce que c'est pas un combat, c'est un jogo, c'est comme les échecs. On va essayer de trouver les failles, et c'est dans le jogo qu'on va voir où est la faille au fur et à mesure. Et les coups qu'on pratique, moi dans l'école où j'étais, on ne touche pas ou à peine.
est-ce que c'est toujours comme ça ou est-ce que la plupart des écoles pratiquent quand même avec un peu de contact plus... Mais ça va dépendre des écoles, déjà. Comme on peut constater, tu as des écoles qui ont cette philosophie du contact. Et donc, tout va dépendre de chaque école. Et toutes les écoles font quand même partie, il n'y a pas de lutte entre les écoles ou comment ça se passe au niveau politique? Alors, il n'y a pas de lutte entre les écoles, mais il y a des compétitions entre les écoles. Parce que, okay. Voilà, bien sûr, il y a des compétitions entre les écoles. Et quand on arrive en compétition, en effet, on échange nos savoirs. Et voilà, en fonction de ce qu'on apprend, on met tout ça en pratique. Ça, j'ai l'impression que c'est nouveau. Il n'y avait pas de compétition avant en capoeira, non? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé? Ouais, ah ouais? J'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'en avais jamais entendu. Je savais que ça pouvait exister ou que ça avait lieu, mais je pensais que c'était que à Paris ou que dans des grandes villes. Mais il y a toujours eu des compétitions de capoeira. Il y a toujours eu. Au Brésil, en tout cas, il y a toujours eu des compétitions depuis les années 70, puisque c'est... En fait, faut pas oublier que la capoeira vient de très loin. C'est que avant les années 70, la capoeira était marginalisée au Brésil. C'était une personne qui pratiquait ce sport était considérée comme un marginal, donc un hors-la-loi. Donc, c'était pénalisé. C'était pénalisé par la loi. Donc, c'est après une grosse réforme faite par le président de l'époque, des années 70, qui a enlevé cette pénalisation de la pratique de la capoeira et qu'au fur et à mesure, la capoeira c'est devenu une institution martiale au Brésil et que les gens ils ont commencé à imposer des règles. Voilà. Ça s'est sportivisé. Et sportivisé, tout à fait. Oui, parce que l'histoire de la capoeira est tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était d'abord un art martial afro-brésilien qui avait été utilisé. Alors c'est marrant parce que vous avez fait une référence à ça en parlant de l'UFC. Vous avez dit, avec la Ginga, avec le Jogo, des fois on a des mouvements, ça peut surprendre, on les utilise à l'UFC. Et effectivement, comme les mouvements sont camouflés dans le Jogo, on ne les voit pas arriver comme un mouvement de karatéka où le gars est statique et puis d'un coup il lance une action. Là, comme ils sont tout le temps en mouvement, ça aide à camoufler un peu les coups de pied qui sont quand même, pour en avoir pris quelques-uns dans la tronche. Mais à la capoeira, on appelle ça la mandinga. La mandinga, c'est le fait d'avoir la malice, de tromper son adversaire et d'appliquer en fait le coup fatal. Et ça fait partie intégrante, je pense, de l'histoire du sport. Parce que effectivement, jusque dans les années 70, c'était encore marginalisé, mais c'était vu comme quelque chose qui était pratiqué peut-être dans les mauvais quartiers, dans les favelas, dans les quartiers où il y avait justement des gens qui pratiquaient ça plutôt pour apprendre à se battre que pour juste le jogo. Ben, en fait, c'est qu'à l'époque, au Brésil, il ne faut pas oublier que nous, on vient d'une histoire de colonisation, d'esclavage, tout ça, et tout ce qui venait de la communauté noire était vu d'un mauvais regard, était un peu marginalisé. Donc c'est ça en fait là. Et puis quand il y a eu le changement de politique, donc les choses ont changé au fur et à mesure, mais tout ce qui venait du noir était mal vu au Brésil, mal perçu. Donc c'est à cause de ça que on va dire les marginaux, c'était tout ce qui était d'influence d'esclavagistes, tout ça. Et c'est pour ça que la capoeira a été inclue. Dès les années 60-70, il y a eu aussi au Brésil, s'est développé le jiu-jitsu brésilien. Donc il y avait deux gros centres d'arts martiaux, on va dire, au Brésil. La capoeira d'un côté qui avait des racines très profondes et le jiu-jitsu brésilien qui avait été donc importé du Japon, parce que c'était du judo en fait, importé du Japon. Est-ce qu'il y a eu des croisements entre ces deux techniques? Est-ce qu'il y a des... Ah, Hajar fait oui. Parlez-moi-en, Hajar. À mon avis, il faut demander au professeur parce qu'il est corde... T'es quelle corde, professeur, en Non, parce que, en fait, si vous voulez, oui, en effet, il y a eu, parce que, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, tout part d'une histoire, en fait. Donc, comme je disais, tout ce qui était, à l'époque, au Brésil, d'influence, voilà, de noir, tout ça, était vu comme des choses pas très bien. Et en fait, comme il y a eu une forte immigration des Japonais au Brésil, justement pour la main-d'œuvre, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le Brésil a aboli l'esclavage, donc on ne voulait plus de la main-d'œuvre des Noirs. Donc du coup, on a fait venir de la main-d'œuvre européenne, asiatique, pour remplacer les Noirs, et on a mis les Noirs de côté. Donc du coup, il y a eu beaucoup de Japonais qui sont arrivés avec leur culture, leur tendance, tout ça. Et le jiu-jitsu japonais est arrivé au Brésil. Et c'est de là que s'est développé dans les années 60, effectivement. Il y a une famille, la famille Gracie, qui a été celle qui a le plus mis en avant cela. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que pour les compétitions, c'était les capoeiristes qui
qui devait faire front au Jiu-Jitsuka, en fait, à l'époque. Ouais. En fait, parce qu'il n'y avait pas de lutteur, comment dire, de discipline compétente pour affronter, parce que c'était une époque où les arts martiaux s'affrontaient pour dire, voilà, je suis la meilleure école, je suis la meilleure discipline. Et les Jiu-Jitsuka brésiliens étaient dans cet esprit-là, mais il n'y avait que les capoeiristes qui faisaient front à eux. Et qui étaient là et qui montraient, non, la capoeira aussi a sa valeur martiale. Donc il y a eu de vrais combats martiaux. Complètement. Pratiquement des défis d'école. Complètement. La capoeira, comme c'est un art martial qui utilise beaucoup les pieds, prédominance les pieds, je sais par stratégie, parce que je l'ai vécu, que on cherche souvent à garder l'autre à distance de pied. Et dès qu'il arrive, il faut vite le faire chuter et reprendre la distance. Il y a peu de combats au sol. Alors qu'au contraire, le Jiu-Jitsuka, lui, son intérêt, c'est d'attraper, d'aller au sol et de faire une clé ou un étranglement. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de pratique un peu mixte avec la capoeira? Mais en fait, la capoeira, effectivement, on va dire que la grosse majorité, c'est l'utilisation des pieds. Mais il y a aussi beaucoup de corps à corps à la capoeira. Il y a toujours eu le contact corporel en capoeira. On n'a pas de clé, comme le jiu-jitsu évidemment, mais on a beaucoup de projections au sol, qu'on appelle bayanada. Et c'est de là que les jiu-jitsuka ont retiré de la capoeira, c'était la bayanade. Aujourd'hui, vous allez à un cours de jiu-jitsu brésilien, vous dites bayanade, ils vont comprendre parce que c'est une technique de jiu-jitsu, mais qui a été retirée de la capoeira. Ok. Donc il y a des échanges, il y a des transferts. Bien sûr. Et au fur et à mesure du temps, et la particularité dans ça, c'est que nous, notre école, Topazio, notre maître Digno, dans les début des années 90, il a fait un nouveau style de capoeira qui s'appelle Capo Jiu-Jitsu, qui est un mélange de capoeira avec Jiu-Jitsu brésilien. Okay. C'est-à-dire mené au sol avec immobilisation de clés, voilà. Et au départ, il a eu très critiqué parce que les vrais capoeiristes trouvaient ça pas d'un beau regard. Ils disaient que c'était une déformation de l'art, cela. Mais il a été assez résistant et persévérant. Et après, beaucoup d'écoles ont suivi son exemple parce que ça rendait la capoeira plus performante et plus forte. Et beaucoup d'écoles ont suivi. Aujourd'hui, beaucoup de capoeiristes font les deux disciplines, c'est-à-dire capoeira et jiu-jitsu. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est des échanges entre les styles qui sont vraiment liés à un territoire, le Brésil, parce que le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment la terre d'origine, et la capoeira, pareil. Et c'est vrai qu'on a du mal, comme moi je travaille sur les arts martiaux, on a du mal à imaginer que les disciplines, on a tendance à les voir comme très cloisonnées, chacun dans son dojo, et personne se regarde. Alors qu'en fait, non, il y a toujours eu des échanges. Parmi les échanges qu'il y a, c'est surtout des échanges techniques, mais je reviens sur la capoeira féminine. Je vois, moi, dans les clubs, que les femmes, elles ont tendance à manier les coups de pied, à réussir les coups de pied grâce à la souplesse naturelle parfois, un peu plus facilement que les hommes, qui parfois pratiquent depuis plus longtemps. Comment ça se passe en capoeira? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive quand vous arrivez dans un club et vous dites, bon voilà, lui, ça fait 2 ans qu'il est là, il n'arrive pas à faire ça. Moi, entre 2-3 mois, je l'ai fait. Personnellement, moi, je trouve que les hommes souplesse, ils sont très, très bons. Surtout les Brésiliens, parce que surtout dans notre groupe à nous, Topazio, les coups de pied, ils doivent être très bons techniques. Très propres. Et très propres. Du coup, la souplesse, ça fait vraiment partie de notre base à nous. On ne peut pas vraiment se comparer avec les hommes, les capoeiristes de notre club, parce qu'ils sont vraiment très, très forts en souplesse. Les filles, peut-être, ils peuvent avoir une souplesse au niveau du dos pour faire les acrobaties, par exemple, avec le pont ou faire des mouvements qui, peut-être, les nouveaux débutants, plutôt garçons, ils ne peuvent pas faire. Mais c'est vrai qu'au niveau coup de pied souplesse, les hommes, rien à dire. Ah ouais, ça, alors, c'est bien, ça prouve que l'école est forte. Parce que je sais que la souplesse, c'est une qualité physique qui est difficile à acquérir. Il faut être sérieux dans l'entraînement, il faut bien s'entraîner. Puis surtout, il ne faut pas se blesser. On le dit pas assez, mais il y a des blessures dans tous les sports et en capoeira aussi, on se blesse, on peut se blesser. Alors c'est soit rupture des tendons, des adducteurs, voilà. Là, vous parlez directement à quelqu'un qui a connu ça, malheureusement. Oui, il y a 2 ans, après plus de 25 ans de pratique, il y a 2 ans, j'ai une rupture du tendon avec opération, tout ça, 90% du tendon fracturé, donc j'ai dû m'opérer. Et c'est vrai que c'est un moment difficile parce que on a l'impression de ne plus pouvoir revenir, de plus avoir la même performance qu'avant. Ça demande un énorme travail après en termes de renforcement musculaire, de confiance en soi, parce qu'on perd la confiance pour faire les mouvements
comme on le faisait avant l'accident. Donc, c'est vrai que c'est pas un moment agréable. Ouais. Et quand on revient après une blessure pareille, est-ce qu'on peut retrouver son niveau d'origine ou est-ce qu'on sera toujours un peu en dessous? Ça vous limite pour certains mouvements? Bah, on peut toujours revenir. Après, tout dépend aussi de l'effort que vous allez mettre pour pouvoir revenir. Ça dépend de l'âge aussi, parce que ça aussi, il faut prendre en considération. Voilà, ça dépend de toutes ces choses-là. Mais on peut revenir, mais ça demande beaucoup d'efforts. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'organisation de la capoeira. Et j'aimerais m'adresser à Jare pour connaître un peu le programme. Comment on devient professeur, moniteur, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des grades comme en judo, ceinture verte, ceinture jaune, etc.? Alors, pour devenir professeur, moniteur, moi je parle en tant que monitrice, il faut déjà beaucoup d'entraînement, beaucoup d'engagement au niveau du club, l'apprentissage. En fait, le professeur, il commence à déléguer directement aux élèves plus gradés et être toujours là à côté de son professeur. Moi, je me sens comme si je suis le bras droit de mon professeur Marcos. J'ai commencé à donner des cours aux enfants, ensuite aux ados adultes quand il n'était pas présent. Et ça, c'est un petit test qu'il te fait le professeur justement pour voir si déjà tu es capable ou pas de faire cet apprentissage aux petits de ce que j'ai vécu moi quand j'étais plus jeune. Et les différents grades, pour les adultes, ça commence déjà avec la corde verte, ensuite corde vert jeune. Jeune, c'est un bon grade, c'est élève gradé. Déjà, la corde vert jeune, moi, j'ai commencé à donner des cours. Et jeune, j'ai vraiment eu des créneaux à main propre. Donc, combien il existe de grades exactement? Il y a vert, vert jaune et jaune? Jaune, jaune bleu, c'est ce que j'ai moi. C'est le grade de monitrice. Ensuite, bleu, c'est formado, formé. Ensuite, il y a blanc-rouge. Non, c'est rouge, pardon. Rouge instructeur. Ensuite, il y a la corde de professeur, premier grade, blanc-vert. Et ensuite, deuxième grade de professeur, c'est quelle couleur? Blanc-jaune. Après, jaune. Après, il y a blanc-bleu, contre-maître. Et maître blanche-rouge. Oui, donc ça fait un certain nombre de grades qui, un peu comme en judo ou en karaté, les gens connaissent le système des ceintures, permet tout de suite d'identifier, si on connaît bien sûr le système, d'identifier la personne et son niveau. Et est-ce que le grade en capoeira, il fait partie d'une fédération? Il est reconnu par le ministère des Sports? Comment ça se passe? Vous avez, je suppose, des CQP ou des diplômes de professeur de sport? Comment ça se passe? Alors, non, puisque la capoeira aujourd'hui, il n'y a pas de fédération sportive de capoeira, ni en France, ni ailleurs, ni au Brésil. Pendant très longtemps, comme je disais, la capoeira, c'était un sport marginalisé, ceci, cela. Et aujourd'hui, que la capoeira est mondialement connue, il y a eu pas mal de travaux pour pouvoir justement légaliser de façon vraiment fédérale ce sport, cette discipline. Sauf que les grandes écoles de capoeira, ils ont opté pour ne pas le faire, puisque, comme je disais dès le départ, en fait, comme ça s'organise par des écoles qui ont évolué par leurs propres moyens, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut trouver des très grandes écoles de capoeira comme la nôtre, Topazio, qu'on est 25 000 membres dans le monde. On a la capoeira aussi, Abada, qui est une des plus grosses écoles de capoeira dans le monde. Et on a Senzala, il y a plusieurs écoles de gros membres, où on peut voir de grands membres d'adhérents. Donc ces écoles-là, au jour d'aujourd'hui, elles ne veulent pas s'affilier pour créer des fédérations, puisque je pense qu'elles perdent quand même de leur prépondérance, je pense. Chaque école a son système de grades, hein, bien sûr en respectant bien sûr les couleurs, puisque il faut dire aussi que les couleurs des corps de capoeira, elle est prise en compte par rapport au drapeau du Brésil. Oui. Donc, c'est de là qu'est parti. Donc, ça, c'est un truc sur lequel s'accordent en général toutes les écoles. Exactement. Mais après, chaque école peut faire les mélanges pour identifier les grades, les mélanges de couleurs, toutes ces choses-là. Il y a des cordes à trançada. Il y a des écoles qui utilisent des cordes trançada, qui sont un système de grades avec des cordes en tresse. Il y en a d'autres qui ont des cordes crues. Il y a la même chose en judo et en karaté. On met des barrettes sur les grades. Voilà. Donc, ça permet de faire des grades intermédiaires aussi.
aussi. Exactement. Donc, tout dépend. Mais c'est les écoles qui décident leur système. Et donc, il n'y a pas une fédération mondiale ou un organisme qui regroupe toutes ces écoles qui, en fait, sont un peu en autarcie. Chacune fait un peu à sa sauce. C'est un peu ça. Mais c'est des écoles qui ont de fortes capacités de membres. Donc quand tu en es, comme chez nous, chez Topazio, on est 25 000 dans le monde. Donc, ça représente une grosse force, ou bien à Bada, qui est plus de presque une centaine de mille membres. Et du coup, quand vous faites des événements, c'est en général avec des gens soit de la même école dans d'autres pays, soit carrément vous les invitez pour faire des tournois, ce genre de choses? En fait, il y a plusieurs manières. Soit on peut organiser, notre propre école, organiser un tournoi, une compétition interne. Et là, il n'y aurait que des participants du groupe, avec les modalités du groupe. Mais on peut aussi participer à des événements qui ne sont pas du groupe, en respectant les règles de l'organisation, en fait. C'est comme ça, la plupart du temps que ça marche. C'est que quand il y a un événement où on retrouve plusieurs écoles, ben, on va respecter le règlement de l'organisation. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas donc un championnat de France ou une Coupe de France de capoeira chaque année, comme en judo, avec un champion de France par catégorie? De France, je ne sais pas, mais il y a d'Europe. Il y a un championnat aussi mondial aussi, de capoeira. Et qui se passe au Brésil? Qui se passe non, pas qu'au Brésil, aux États-Unis, en Israël. Ok. Puisqu'il y a une forte capoeira en Israël aussi. Il y a de la capoeira, il y a la capoeira partout. Donc en fait, tout dépend, ils se décident le lieu en fonction de l'influence. Ils organisent la compétition dans différents endroits. Ok. Et comment on connaît l'histoire de la capoeira? Il y a des bouquins là-dessus? Il y a des bouquins, il y a beaucoup de bouquins sur l'histoire de la capoeira, surtout au Brésil. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut facilement se procurer les informations. C'est vrai qu'avant, c'était plus compliqué. C'est pour ça que quand vous avez parlé du film World is Strong, moi, de suite, toute notre génération des années 90 a vu ce film. Je pense qu'aujourd'hui, si je dis ça à mes élèves, ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc? C'est un film qui est marqué par son époque, ouais. C'est marqué par son époque, et toute cette génération des années 90, on a trouvé ça exceptionnel. Moi-même, je me suis inscrit à la capoeira dans ces années-là parce que mon frère avait vu ce film, s'était inscrit, et ma mère a dit, bon, allez, toi aussi, vas-y. Et c'est vrai que c'est un film qui quand il est arrivé en France, il est arrivé un peu plus tard, fin des années 90, il est arrivé 98, je crois. Mais il a été tourné, et je crois qu'il a été diffusé en 93 ou 94. Et c'est vrai que c'est souvent par les films que les gens entendent parler des arts martiaux. Avant, personne ne connaissait le Wing Chun, l'art martial de Bruce Lee. Ils ont sorti des films en 2008. Tout le monde connaît, les clubs ont explosé. La capoeira, c'était pareil dans les années 90. Avant ça, il y a eu le karaté, le taekwondo, il y a eu des films. Est-ce qu'il y a besoin de faire connaître la capoeira encore? Ou est-ce que vous pensez que c'est de chaque club qui doit se débrouiller à faire de la communication? Ou est-ce qu'il faudrait au contraire faire des films, faire des grands projets? Moi, je pense qu'il faut encore faire des grands projets, puisque la capoeira, aujourd'hui, bien sûr, elle est connue dans le monde entier. Tout le monde pratique ce sport dans les 4 coins du monde. Mais ce n'est plus un sport qu'on se dit, non, c'est pas connu. Non, tout le monde connaît la capoeira. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'elle a perdu beaucoup de son influence, surtout en France, par rapport aux années où j'ai commencé, fin des années 90, début des années 2000. Là, c'était le pic de la capoeira en pleine expansion, où tout le monde en parlait, il y avait des clubs partout, tout le monde voulait en faire. C'était le film World is Strong qui parlait encore. Donc c'était vraiment le grand moment de la capoeira, c'était ça, fin des années 90, jusqu'à 2010, avant 2010. Mais après 2010, c'est vrai qu'on a perdu, mais parce qu'il y a eu l'arrivée aussi du jiu-jitsu brésilien, le MMA, donc il y a eu d'autres disciplines qui sont arrivées, et du coup, la capoeira a perdu de son influence. Donc il faut continuer à en faire, continuer à promouvoir ce sport, qui est une très, très belle discipline pour tous. Alors, il y a 2 dernières questions que je voulais poser à Hajar, plutôt. Maintenant, vous êtes monitrice, donc vous êtes passé de l'autre côté, on va dire. Ça fait quoi d'enseigner? Est-ce que c'est différent de pratiquer tous les jours ou est-ce qu'il y a vraiment un rôle d'éducateur? Alors, moi, je suis toujours dans les 2 côtés. En fait, je suis élève gradée et j'enseigne. Quand j'enseigne, je transmets déjà les valeurs que moi, j'ai connues grâce à la capoeira, le respect. Surtout les enfants, moi ça me touche énormément d'enseigner les enfants parce que déjà c'est l'avenir de notre club, les voir évoluer, surtout les petits quand ils sont assez timides, ils n'arrivent pas à faire déjà le mouvement de base et par la suite
avec les démonstrations, les événements, ils sont complètement différents, ils sont très à l'aise, ils arrivent à faire tous les coups de pied. C'est juste du positif de mon côté à moi. Et enseigner, moi, je pense qu'il faut toujours apprendre plus parce que c'est toujours une sorte d'évolution. Même les professeurs, ils apprennent avec les élèves. Et moi, en tant que monitrice, j'apprends avec les enfants. Ça s'apprend d'enseigner ou c'est inné, la capoeira ou les arts martiaux? Chacun, il est différent. Je pense qu'il faut être déjà pédagogue de base, mais ça s'apprend d'enseigner. Ça s'apprend grâce déjà à mon professeur, à mon maître. Ça te facilite la tâche, mais ça apprend. De jour au jour, ça apprend avec déjà les échanges avec les autres groupes, voir comment eux, ils enseignent, voir les différentes méthodes d'enseignement. Ça fait que enrichir le bagage. Effectivement, c'est vrai que c'est souvent une passion qui devient parfois un métier. Parfois, ça reste une passion, mais c'est aussi un métier. Je suppose que maintenant, la capoeira, Marco, ça prend l'ensemble de votre temps. Vous êtes professionnel de l'enseignement, c'est ça? Je suis professionnel de l'enseignement, mais je n'exerce pas que ça. Donc ça fait 20 ans que j'enseigne la capoeira, mais ça a toujours été, une passion, l'enseignement. Parce qu'à côté, je faisais mes études, donc je me suis professionnalisé dans d'autres domaines aussi. Mais la capoeira fait partie aussi d'un domaine professionnel. C'est le fil rouge de votre vie de sportif. C'est ça. Bon, on va conclure. Ça fait presque 1 heure qu'on est en train de discuter donc de capoeira. Est-ce que vous pourriez dire un mot si c'est un podcast qui s'appelle Martial Azur, donc si les pratiquants habitent sur la Côte d'Azur et veulent vous trouver pour trouver le club? Oui, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à l'Animanis Notre-Dame, tous les samedis pareil aussi à Notre-Dame. Donc, nous avons différents créneaux adultes, ados et un créneau enfant. 2 créneaux par semaine pour adultes, 2 créneaux par semaine pour enfants. Et c'est Ajar et moi-même qui exécutons les cours. Et je crois aussi que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, Instagram. Est-ce que vous pouvez donner le nom du Facebook ou de l'Instagram? Oui, tout à fait. Donc, c'est Ajar qui s'occupe de tout le côté marketing. N'hésitez pas à nous suivre sur Capoeira Topaz Azur 06. Okay. Et il y aura tous les infos. Moi, je mettrai tout dans les liens dans la description Merci. de la vidéo. Je vous remercie d'avoir pu partager un petit peu votre passion de la capoeira avec nous. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la capoeira, sur son histoire, sur ses techniques, n'hésitez pas donc à venir pratiquer à Nice avec le club Topazio. Et sinon, vous pouvez retrouver tous les ouvrages à propos de la capoeira sur notre site internet budo.fr. Et n'hésitez pas à suivre les autres épisodes du podcast Martial Azur. Merci Ajar, merci Marcos, et à bientôt pour un prochain épisode. Merci. 1, 2. Retrouvez tous vos livres de sport au Vestiaire Amo et tous nos ouvrages sur budo.fr.